Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première, présent fidèle à votre rendez-vous quotidien, votre émission Ligne Directe, à diffuser chaque jour entre 8h et 9h, et ce absolument partout sur le territoire et même dans le monde. Oui, si vous nous écoutez sur Internet, vous pouvez nous écouter depuis New York, Tokyo ou Singapour, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, sinon on est diffusé sur le territoire en direct, et ce dans le nord, dans le sud, sur la côte est, sur la côte ouest ou dans les îles. Une émission de radio certes, mais vous le savez, je vous le dis tous les jours, c'est également un immense forum, une table ronde que La Première vous propose. Pourquoi une table ronde? Pourquoi un forum? Eh bien parce que vous êtes invités à poser vos questions, à porter vos témoignages, vos réactions, vos avis, vos anecdotes sur les sujets que l'on vous propose. Parfois considéré comme un faux problème de riches, les parents ayant un enfant identifié HPI, à haut potentiel intellectuel, peuvent souvent se sentir désemparés, perdus, esseulés. En effet, les clichés sont beaucoup plus nombreux que les moyens d'accompagnement existants. C'est environ 2% de la population qui serait concernée, ce qui représenterait 6000 Calédoniens, soit une moyenne de 10 élèves par établissement scolaire. Cet incroyable potentiel, s'il est mal soutenu, peut devenir un véritable handicap. On en parle aujourd'hui avec nos invités qui sont Karine Morel, elle est spécialiste en neurosciences et coach pour parents d'enfants HPI qui est avec nous depuis qu'on est par téléphone. On reçoit également le docteur Hélène David qui est pédiatre et on reçoit Alexandra Noël-Jourdel qui est neuropsychologue et membre du collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à toutes les trois. Bonjour David. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Et évidemment, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas d'ores et déjà à composer le 258 pour entrer en ligne directe avec nos invités. C'est parti, on y va. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe sur La Première. Donc bonjour à toutes les trois, un immense merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour nous apporter vos connaissances, éclairages, compétences, expériences sur ce sujet qui est vraiment un sujet crucial de société, de fondation d'avenir. On va le voir avec vous aujourd'hui. On l'a vu, ça concerne vraiment tout le monde. On a dit que c'est à peu près 2% de la population qui serait concernée. Donc c'est 6000 Calédoniens. Ça, si on rapporte à moyenne d'établissement de 500 élèves, ça fait 10 élèves par établissement. Pourtant, on a l'impression, on n'entend pas souvent beaucoup parler. On parle d'exceptionnalité quand on parle de HPI. Pourtant, finalement, ça concerne beaucoup d'enfants. Mais pas que les enfants, d'ailleurs aussi les adultes. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment axer cette émission sur les enfants. Et puis, on va essayer de donner des clés de communication pour les parents qui peuvent des fois être désemparés. D'ores et déjà, comment est-ce qu'on peut identifier, reconnaître un enfant HPI à son comportement? Peut-être Alexandra Noël-Jourdel? Oui, alors en fait, d'abord, un enfant HPI, c'est un enfant qui a un mode de fonctionnement intellectuel particulièrement performant, bien plus performant que la moyenne des pères de son âge, des enfants de son âge. Ils ont effectivement les caractéristiques, c'est qu'ils ont à la fois une hypersensibilité, une grande affectivité, ce sont des enfants qui sont particulièrement émotifs et qui ont ce qu'on appelle une arborescence de leur mode de pensée. C'est-à-dire que la pensée est un petit peu comme un arbre avec, vous voyez, toutes ces branches, et l'arborescence, c'est que les pensées, en fait, viennent de manière très en simultané, c'est ça? Simultanément, voilà, et constamment, en fait, de manière importante et constante. Ce qui fait que ça génère souvent une grande charge mentale, une grande anxiété. Donc on repère souvent les enfants HPI à l'école, par exemple, par des troubles du comportement avec des troubles du sommeil, parfois des phobies scolaires, des difficultés d'adaptation. Les caractéristiques principales, c'est vraiment un sentiment d'être en décalage par rapport aux autres. Mais comment on le reconnaît quand on a son enfant au quotidien? Qu'est-ce qui peut être les signes annonciateurs d'un haut potentiel intellectuel? Ça va être, je sais pas, il va se mettre à marcher plutôt que les autres, il va se mettre à parler plutôt que les autres, ça va être ce genre de choses? Oui, alors tout à fait. Moi, David. je peux les voir au cabinet. Je reçois des enfants dès la naissance, dès 7 ou 15 jours de vie. Et les premiers signes, je dirais, c'est par le regard. Et c'est des bébés, mais qui même... 7 ou 15 jours de vie, déjà, il y a des signes? Oui, oui. Okay. Quand on a l'habitude et qu'on voit beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, on le ressent, en fait. C'est plutôt quelque chose que dégage le bébé, une impression. Un regard qui est extrêmement vif, pénétrant, et des bébés qui, même avant 1 mois, regardent et plantent leurs yeux dans le regard de l'adulte, et on sent quelque chose qui vient nous traverser, qui étonne.
Et moi, c'est le premier signe que je perçois. Et après, dans le développement de l'enfant, c'est des enfants qui ont un contact très précis, qui cherchent le regard de l'adulte, qui regardent les expressions, nos réactions et viennent au contact. Karine Morel, alors je l'ai dit, vous êtes spécialiste en neurosciences, coach pour parents d'enfants HPI, vous-même HPI si je ne me trompe pas, et vous avez un enfant, Giovanni, âgé de 9 ans, 10 ans aujourd'hui, qui est lui-même HPI. Ça vous parle de ce qu'elle vient de dire, Dr Hélène David, sur ce regard que quand vous avez eu votre enfant dans les mains, c'est quelque chose que vous avez noté déjà dès les premiers jours? Ah oui, moi, la première nuit, en fait, quand j'étais à la clinique, j'ai mis la main dans le berceau qui était à côté de moi. Et en fait, je l'ai plus senti. Donc, vous imaginez la peur que j'ai pu avoir. En fait, pour la première nuit, il s'était déjà tourné dans le berceau et il était au bout du berceau. Donc, c'est des choses, effectivement, qui sont assez exceptionnelles. Ouais, mais attendez, excusez-moi, mais vous imaginez que quand on est parent, son enfant, il est exceptionnel de toute façon. Enfin, il est génial. Il s'est déjà. C'est ça. Mais en fait, moi, je l'ai eu très tard. Je regardais toujours les gens qui avaient des enfants et je me disais toujours, oh là là, si un jour j'ai des enfants, jamais je ferai la maman gâteau là qui est complètement gâteuse de son fils et qui est là. Donc en fait, tout ce que durant les premières années de sa vie, tout ce qu'il faisait et que je voulais, et que je partageais avec, que ce soit mes parents, ma famille, les amis, quand je le partageais, c'était quelque chose que soit j'avais filmé, soit il y avait quelqu'un d'autre avec moi qui pouvait corroborer ce que je disais. Parce que ça fait partie des difficultés pour les parents. Quand ils viennent, ils disent non, mais mon enfant, je vous jure, il a l'air d'être un peu exceptionnel, pas normal. Pour la maman qui est là derrière son enfant et qui est tout le temps, qui est gâteuse de lui, quoi, qui est en amour et en affection devant lui, comme tout parent en fait. Ça fait partie des. Ça fait partie du problème de cette thématique finalement, de cette problématique, le fait de pas pouvoir d'avoir des difficultés à en parler parce qu'on va dire non mais c'est bon on a d'autres soucis quoi. Enfin c'est un peu Alexandra Noël-Jourdain. C'est pas toujours facile à repérer. Hein. En fait, pour revenir sur ces performances très développées, l'enfant effectivement, au-delà effectivement du regard, il a aussi un développement du langage très précoce. Il a aussi une façon d'apprendre à lire de manière autodidacte, quasiment. Ouais. Donc toutes ces facultés de compréhension verbale, capacité du langage, sont particulièrement développées et au détriment parfois de développement psychomoteur. Qui sont parfois un peu plus retardés. Bon partout, quoi. Voilà. Et en fait, il y a souvent une dysynchronie, c'est-à-dire un décalage de développement entre certaines facultés intellectuelles et puis les aspects psychomoteurs, mais aussi les aspects psychoaffectifs, c'est-à-dire tout ce qui est émotif, gestion émotionnelle, gestion relationnelle et sociale. Et quel est le lien réel entre la précocité et le haut potentiel intellectuel? C'est-à-dire qu'ils ont juste de l'avance et à un moment ils vont être rattrapés par les autres et puis finalement au bout d'un moment ça s'annule? Non, c'est pour ça que le mot a été changé. Avant on disait précoce, maintenant on dit haut potentiel intellectuel parce que c'est une caractéristique qui est acquise, innée, je veux dire qu'on est comme ça et on le reste toute sa vie. Il n'y a pas un rattrapage et on ne redevient pas normal entre guillemets à l'âge adulte. D'accord. C'est juste que souvent à l'âge adulte, les enfants concernés se sont adaptés et apprennent à se mouler plus facilement et voilà. La précocité, c'est un signe de détection finalement de ce haut potentiel intellectuel. C'est parce qu'on le voit, parce qu'il fait les choses un petit peu en avance. Mais au niveau de la parole, c'est systématique. Un enfant qui est HPI va toujours parler et avoir des capacités de langage comment on va dire, avancées, précoces. Moi, je dirais que c'est pas toujours précoce, mais par contre, on observe toujours un vocabulaire extrêmement précis et très, très, très large par rapport à la norme des enfants de... Ça doit faire bizarre quand on voit un enfant qui... tout de suite sort des phrases vraiment... Voilà, et aussi avec une précision qui peut même reprendre les adultes quand le mot utilisé n'est pas celui qui est le plus adéquat à ce moment-là et qui va amener l'adjectif qu'il fallait. Ou quand on n'est pas assez précis aussi en tant que parent. Ah ouais? Parce que moi, je me rappelle que le mien a été très tardif. Enfin, il a parlé très tard, vers 2 ans et demi, 3 ans. Sauf que quand il s'est mis à parler, il parlait correctement le français et l'italien. Puisque moi, je suis d'origine italienne et je lui parlais italien. Donc en fait, quand il a déclenché la parole, il parlait 2 langues.
Ce qui s'est passé à ce moment-là, il avait 3 ans, quand on n'était pas assez précis, il nous demandait d'être plus précis et il nous faisait la remarque de la précision en nous disant non mais là t'es pas précise, qu'est-ce que tu veux exactement? Je comprends pas. Ça doit faire bizarre. Et voilà, et ça c'était à 3 ans quoi. C'est du perfectionnisme en fait. C'est ça? Ça, c'est symptomatique aussi? Alors oui, ça c'est très symptomatique. Ouais. Et en fait, c'est surtout une structure de pensée qui est vraiment différente. C'est-à-dire que c'est une pensée plutôt abstraite, avec un schéma de pensée qui est plutôt global et une pensée très intuitive. Vous voyez, qui est complètement en décalage avec le système scolaire dans lequel on attend des enfants qu'ils aient une pensée plutôt, si vous voulez, voilà, linéaire, avec une capacité de comprendre leur mécanisme d'analyse et d'expliquer leur manière de penser. Or, les enfants HPI, ils comprennent les choses, mais ils n'arrivent pas à expliquer comment ils ont accès à tout leur raisonnement, si vous voulez. On a Gaël au téléphone. Bonjour Gaël, bienvenue à vous. On vous écoute. Questions, témoignages, réactions. C'est plutôt des réactions parce que moi, j'ai 3 garçons. Donc 2 HPI parce qu'ils ont été testés HPI par une psychologue spécialisée. Mais juste pour dire que déjà le deuxième, je m'en suis pas rendu compte parce que il était très intelligent certes, mais voilà quoi, il était très intelligent et voilà, je me suis pas plus inquiétée que ça. Et il travaillait très bien à l'école, enfin il avait aucun souci, donc pour moi tout allait bien. Mais c'est quand j'ai eu le 3e que je me suis rendu compte par rapport au fonctionnement de mon 3e garçon, que là, il y avait vraiment un souci, parce que pour moi, c'était plus un souci qu'autre chose, parce qu'en fait, c'était un enfant qui était à la limite de l'hyperactivité déjà jusqu'à au moins 6 ans. Et quand il est rentré à l'école, il avait énormément de problèmes de sociabilisation. Il est arrivé même des fois d'être agressif avec les autres enfants. Et après, quand il est rentré en CP, ça a été une vraie galère parce que, en fait, il faisait rien du tout en classe. Et tous les instituteurs jusqu'en CM2 ont été obligés de le mettre à côté d'eux pour surveiller qu'il travaille, alors qu'en fait, il était hyper intelligent, il connaissait plein de choses, il a appris à parler très tôt. Il m'a sorti des mots qu'un petit enfant de 2 ans ne sort jamais. Enfin bref, il était vraiment à part. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé après, en parlant avec des amis, de lui faire un test de précocité parce que je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Alors, juste pour nous replacer, parce que là, vous parlez au passé, ça, on est sur quelle échelle de temps, là? En fait, sur mes 3 enfants, donc le grand, il n'a jamais été testé. Non, mais c'était il y a combien de temps, juste pour qu'on voit un petit peu, parce que les choses, elles ont évolué, elles changent? Il y a à peu près 11 ans. Il y a 11 ans, d'accord. Et donc, vous êtes dit, tiens, il va falloir que j'aille faire un test. Vous avez donc pris rendez-vous avec une psychologue, ou un psychologue? Oui. Elle lui a fait faire un test, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il avait, je crois, 130 de QI. Et elle m'a confirmé qu'il était bien précoce, et que c'était pour ça qu'il avait tous ces problèmes-là. Alors juste, donc là on a parlé de 132 QI, c'est vraiment le moyen scientifique de diagnostiquer quelqu'un en HPI? Alors, c'est pas un moyen de diagnostiquer. Restez avec Gaël, si vous voulez. Hein. C'est pas le seul moyen. Enfin, en tout cas, c'est un indicateur, effectivement, à partir du test qu'on utilise, qui est le WISC-5, qui est un test d'intelligence de Wechsler, qui permet d'avoir des indices d'intelligence, effectivement, à partir de 130, autour de 130. Alors, 130 étant, effectivement, cette norme à partir de laquelle on parle de HPI. Pourtant, vous avez parlé d'arborescence intellectuelle, donc ça veut dire que ça peut se décliner par plein de manières. Donc ça va être difficile de réduire ça à un quotient, à un chiffre, à une case, quoi. Enfin, tout à fait. On réduit jamais à une case, hein, comme je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on utilise ces tests-là, mais évidemment c'est un diagnostic qui est pris qui est analysé à partir d'éléments du comportement, de l'aspect émotionnel et social, de l'histoire de l'enfant, et c'est assez complexe, hein, bien sûr. On ne fait pas un diagnostic. Oui, voilà, comme c'est ça. ce qu'elle m'avait expliqué, ouais. Et vous, Gaël, justement, donc vous l'avez appris donc presque sur le tard. Votre enfant était en CP, donc il avait déjà 6 ans. Alors, oui, j'ai dit ça, mais est-ce que c'est tard de diagnostiquer un HPI à 6 ans ou c'est le bon moment d'ailleurs?
Docteur Hélène David Déjà, je voudrais allez-y. parler de ce mot diagnostiquer, parce que diagnostic, ça sous-entend maladie. Oui. Et donc, je trouve que c'est important de replacer aussi les choses. Il y a beaucoup d'enfants qui vont bien. Oui, mais comment on dit identifier. Qu'est-ce qu'on... Ouais, enfin, après, on est sur de la terminologie, c'est pas très important. Pardon. Mais voilà, je trouve qu'il faut bien distinguer. Il y a des enfants qui sont au potentiel et qui vont parfaitement bien et qui ont les ressources personnelles ou familiales ou qui ont la chance de tomber sur les instituts qui vont faire que les petites difficultés qui pourraient se développer ne se développent pas et l'enfant s'intègre très bien. Et ces différences, finalement, vont devenir une richesse pour lui et pour tout le monde. Donc, des mots ont été mis à l'âge de 6 ans pour cet enfant dont l'auditrice nous parle. Est-ce que c'est tard ou est-ce que c'est le bon... Il y a... Non, il n'y a pas vraiment d'âge, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une évaluation précoce lorsque justement il y a une souffrance d'adaptation pour l'enfant. Et qu'est-ce que ça a changé? Je l'ai pas fait diagnostiquer à 6 ans. Je l'ai fait diagnostiquer, c'est pas le mot que vous voulez employer. Je l'ai fait faire le test. Il avait 11 ans. Ah. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement une fois que des mots ont été mis dessus? J'ai dit encore une fois, un diagnostic est tombé. Déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi il était différent, entre guillemets, parce que moi, j'étais super inquiète. Parce qu'à l'école, c'était vraiment la cata, quoi. Et du coup, ça lui a aussi permis à lui de mieux se comprendre et de mieux comprendre pourquoi il avait beaucoup de soucis avec les autres. Et ça l'a quand même vachement aidé, même si au collège, je trouve que dans le milieu scolaire, les enfants comme ça, ils sont vraiment pas du tout aidés et pas suivis, quoi. On va revenir là-dessus, mais Karine Morel, est-ce que vous êtes là pour accompagner les parents qui ont des enfants HPI? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut communiquer avec l'enfant? Est-ce qu'il faut lui dire? Parce qu'on peut imaginer que ça peut être perturbant de dire à un enfant, t'es pas normal en fait, que ce soit. Enfin, comment est-ce qu'on dit ça? Justement, on lui explique qu'il est normal. Justement, on fait l'inverse. Mais... On lui explique justement que c'est une manière de réfléchir qui est différente, d'appréhender le monde qui est totalement différente. Moi, ce que j'explique aux parents, c'est le fonctionnement un peu plus du cerveau. Et souvent, les parents, en fait, quand ils recherchent quelque chose pour leurs enfants, il y a un effet miroir. Et pour la quasi-totalité, ils se découvrent même suréfficients. Alors, je dis suréfficients parce qu'en neurosciences ou en psychologie, on utilise ce mot. Puisque l'efficience, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la capacité d'une personne à obtenir de bonnes références. Et donc, c'est le mot qu'on utilise en neurosciences. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour la totalité des parents, ils ont eu une souffrance étant petits. Ils voient la souffrance dans l'enfant et ils veulent pas que l'enfant souffre comme ça. Et c'est souvent l'élément déclencheur et c'est souvent pour ça qu'ils cherchent à comprendre. Donc, moi, ce que je fais dans mon travail, c'est que j'explique aux parents le fonctionnement du cerveau, comment mieux appréhender les choses, comment vivre le bon côté donc de cette surefficience, de ce potentiel intellectuel, et en fait de le transformer en force. Et ce que j'explique à l'enfant, c'est que justement il n'est pas différent, et que cette manière de penser permet plus tard, même s'il a maintenant c'est un peu difficile, d'avoir une force et d'exceller dans ce qu'il aime, quoi. Alors on a perdu Gaël. Merci beaucoup à Gaël d'avoir intervenu, d'avoir témoigné dans cette émission. Et justement, parce que le problème, si problème il doit y avoir, il vient pas de nous. La souffrance, elle est pas de la personne qui est HPI. Elle vient un petit peu de l'incompréhension de l'entourage, que ce soit familial, scolaire, les enfants, les frères et sœurs, etc. Donc là, est-ce qu'il y a un travail de société qui est fait justement pour essayer d'arrondir les angles au niveau de la communication à ce niveau-là? Docteur Hélène David? Oui, je pense qu'il y a, en tant que pédiatre, je vois beaucoup d'enfants que je repère au cabinet qui viennent pour un problème complètement autre, souvent des maladies psychosomatiques, donc mal de ventre récurrent, migraine, difficultés d'endormissement, enfin plein de petites choses qui pourraient paraître physiques, mais quand on a l'habitude, on repère très vite qu'en fait c'est la traduction physique d'une souffrance émotionnelle, et c'est souvent des enfants qui sont en difficulté à l'école. Alors, ça peut être au niveau scolaire, au niveau des apprentissages, mais c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est la souffrance amicale, enfin
l'intégration dans le milieu scolaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, pour que ces enfants-là puissent être repérés par les instituteurs, par l'équipe éducative, pour pas que ce soit des enfants qui se mettent à l'écart, parce que c'est des enfants qui, malgré leur potentiel intellectuel, ont toujours un déficit de confiance en eux, se sentent toujours mis à l'écart, se sentent toujours inférieurs, se sentent extrêmement différents et souffrent de cette soi-disant différence. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour que ce soit des enfants qui se sentent mieux. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été, à votre avis, parce qu'aujourd'hui on regarde un petit peu la société à la loupe et on voit qu'il y a des dyslexiques, il y a des troubles ou des HPI. Enfin, aujourd'hui on se regarde vraiment le nombril à la loupe, donc c'est aussi pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences. Non, c'est quelque chose qui a changé ou ça a toujours été finalement difficile à dire? Ça a existé, comme vous le disiez, c'est qu'on l'observait moins parce qu'on s'y intéressait moins. Aujourd'hui, effectivement, en regardant les choses, on se rend bien compte que qu'elles existent, qu'elles sont prégnantes dans le milieu scolaire, familial également. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir des moyens de pouvoir évoluer de manière plus positive, c'est-à-dire de développer des réseaux. Je pense que là, c'est quelque chose qui, à mon sens, serait vraiment intéressant. Développer des réseaux de communication, justement, entre la famille, l'environnement, bien sûr, scolaire, l'établissement scolaire, et l'ensemble des professionnels de soins et de santé mentale. Pour toutes les thématiques, finalement. Que ce soit du HPI, pour les dyslexiques, les autismes, les Asperger. Bien sûr. Karine Morel, avant qu'on aille plus loin, vous voulez déjà dire quelque chose à ce sujet-là? Karine? Oui, je suis là. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je fais le lien souvent entre la famille, c'est-à-dire les parents et les enfants, et j'essaye de les aider dans cette compréhension. Après, au niveau scolaire, la problématique est que normalement, au niveau de la loi, comme pour les personnes qui sont en difficulté motrice ou intellectuelle et qui ont une personne qui peut leur être mise à disposition à l'école, les hauts potentiels ont aussi le droit, font partie de cette catégorie. Sauf que ce n'est pas pris en compte et qu'on entend souvent dans les écoles que puisqu'il est surdoué, entre guillemets, il n'a qu'à s'adapter. Or, c'est justement parce qu'il est surdoué qu'il n'arrive pas à s'adapter, quoi. Et parce que sa pensée est différente que ça lui est difficile de comprendre ce qu'on lui demande à l'école concrètement, quoi. En fait, il y a une espèce de discrimination positive qui devient un handicap. C'est ça, parce qu'en fait, on met, puisqu'il est surdoué, donc tout est facile pour lui. Et en fait, l'enfant, non, tout n'est pas facile pour lui, puisque, en fait, comment expliquer, en neurosciences, ce que je vais dire là, ça va être globalement vrai et spécifiquement faux. En neurosciences, la logique du cerveau droit, cerveau gauche a été un peu mise à mal, mais pour simplifier, pour bien comprendre, en général, 70 à 85% des gens ont une prépondérance pour l'hémisphère gauche. C'est-à-dire que c'est le siège de la méthode au niveau tout ce qui est numérique, analytique, verbal, symbolique, rationnel, parfois même abstrait dans la logique. Donc on est bien là pour schématiser, on schématise, mais allez-y, oui. Voilà, c'est ce qui est autonome. Et en fait, pour 95% des cas, des hauts potentiels intellectuels, la dominance, c'est l'hémisphère droit. Et donc, c'est ce qui est instinctif, intuitif, tout ce qui est langage, tout ce qui est symbolique. Et donc, le traitement de l'information est différent. Du coup, les codes de notre société, il faut bien comprendre, comme pour l'école, en fait, que tout a été créé par des personnes qui favorisent l'hémisphère gauche. Et là, on a des gens qui sont, pour la plupart, qui travaillent avec l'hémisphère droit. Et du coup, dès l'école, ils comprennent pas ce qu'on leur demande. Et c'est là, en fait, le vrai problème. C'est un peu des gauchers cérébraux, quoi. Un monde qui est fabriqué par des droitiers et finalement, il faut toujours qu'ils soient en train de s'adapter. Donc, c'est un petit peu ce que vous dites, quoi. Et du coup, comment est-ce que la société, elle peut, alors je sais pas si c'est la question on peut répondre aujourd'hui, mais est-ce que la société doit s'adapter à ça ou c'est quoi les solutions finalement? Parce qu'on comprend un petit peu les enjeux de ces hauts potentiels pour la société, s'ils sont bien pris en compte, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est fait? Je sais pas.
Moi, je dirais qu'il faut surtout observer, regarder ces enfants et les voir comme des enfants qui ont quelque chose à apporter et non pas comme des enfants malades. Et que je trouve qu'ils sont très intéressants parce qu'ils viennent nous mettre en difficulté, nous, en tant qu'adultes, dans un monde rationnel, logique, très carré. Ils nous apportent quelque chose qui est éminemment vivant, qui est de l'ordre de l'intuition, de l'imaginaire, de quelque chose qui dépasse en fait notre logique et qui pour autant est très palpable. Et donc souvent, ça met en difficulté les adultes parce que ils viennent nous toucher à un endroit qui est l'endroit du cœur, je trouve, qui est et là notre cerveau scientifique rationnel, il est un peu hébété, on sait plus trop quoi faire. Et donc la première réaction souvent des adultes, que ce soit la famille ou l'école, c'est de rejeter ou dire bah non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Il faut qu'on taille pour rentrer dans la case, quoi. Voilà, ouais. Les ciseaux, on s'en sert de la main droite, quoi. C'est ça, non mais c'est. Mais oui, mais il y a aussi, c'est ça. Il y a aussi le fait que pour l'adulte, c'est difficile d'être confronté à ça. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste dans quelque chose. Je sais pas, vous êtes professeur des écoles, vous êtes en train normalement d'apprendre quelque chose à l'élève, et l'élève va vous contredire et vous dire non, c'est pas comme ça. Et mais du coup, il y a là pour donner l'apprentissage et en fait vous êtes en train de vous faire contrer par un enfant des fois qui a 5 ans, 6 ans. Ouais. Ça touche l'ego, quoi. Et donc là, on peut comprendre un petit peu le mécanisme qui se met en place. C'est-à-dire que là, c'est perçu comme de l'arrogance de la part de l'enfant, donc on réagit soit parce qu'on est un peu vexé soi-même et puis on dit attends, c'est pas un gamin de 5 ans qui va m'apprendre comment je dois faire, donc on s'énerve, on frustre l'enfant et du coup après le mécanisme de cet enfant qui est intelligent mais qui se fait bafouer finalement, enfin comme ça en live, après il a plus envie de s'exprimer, il a plus envie, enfin on comprend un petit peu le mécanisme de peut-être de dépression, de décrochage scolaire, et de perte de repères que ça peut induire, quoi. Donc ça arrive. Surtout quand c'est au niveau scolaire, mais qu'on a en plus la famille qui réagit de la même manière, les amis. Quand quelqu'un vous dit une chose une fois, vous pouvez vous interroger, mais quand c'est dit par plusieurs personnes plusieurs fois, la deuxième fois vous posez vraiment la question, la troisième fois ça devient une réalité, vous êtes un extraterrestre. Et puis même pour certains, ils ont l'impression d'être tarés, quoi. Bah alors après, en même temps, j'imagine qu'il faut faire attention à ce qu'on peut appeler l'enfant roi, donc ne pas non plus laisser l'enfant diriger. Comment on gère ? Enfin, c'est compliqué là. Oui, alors ce qui Alexandra Noël-Jourdain. Ce qui fait souffrance, c'est le fait de ne pas être reconnu dans sa singularité. Ouais. C'est-à-dire que l'enfant, comme tout enfant, a besoin d'être reconnu avec sa différence, avec son propre mode de fonctionnement. Et à partir du moment où il est entendu, il est reconnu, il est respecté finalement, tel qu'il est, eh bien, j'ai envie de dire, tout se passe bien. Il ne s'agit pas de le survaloriser, il ne s'agit pas justement de dénier et de lui manquer de respect dans ses caractéristiques propres. Et sinon, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il est en souffrance, il se sent rejeté, lui-même va s'isoler petit à petit et développer ce que nous avons pu décrire, c'est-à-dire des troubles du comportement, parfois avec des comportements d'opposition, avec insolence, ou alors parfois des troubles de l'attention qui sont en fait des troubles de l'attention purement ou d'hyperactivité, mais qui vont être plutôt liés au fait que l'enfant va décrocher parce qu'il ne va pas trouver d'intérêt à être stimulé par un environnement insuffisamment stimulant justement, ouais. ou pas adapté. Il faut le nourrir, quoi. C'est un cerveau qui a besoin d'alimentation, il faut le nourrir avec les bonnes choses, quoi. Je crois que la réponse c'est être juste, c'est ça. On a Isabelle au téléphone. Bonjour, bienvenue Isabelle, on vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, moi je vous appelle parce que j'aimerais avoir le contact de la dame que j'entends. C'est Madame Karine Morel, c'est ça ? Oui, qui est avec nous par téléphone depuis qu'on est, ouais. Voilà, par contre, je n'ai pas bien retenu sa fonction. Elle est neuropsychologue, j'ai pas... On va la laisser répondre. Karine. Je suis coach spécialisée pour les parents à haut potentiel. Et voilà, je suis spécialisée en neurosciences. D'accord. Parce que moi, j'ai ma fille qui a été diagnostiquée sur le tard HPI et avec un syndrome autistique. Donc, la neuropsychologue nous avait conseillé des séances de thérapie cognitive comportementale. Donc, c'est pas, j'ai un peu de mal à trouver ça ici sur le territoire, en fait. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez m'aider dans ce sens-là. Alors moi, à ce niveau-là, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers un psychologue.
Après, moi, je travaille plus sur la compréhension que peuvent avoir les parents de leurs enfants, voire de leur propre fonctionnement à eux. Ouais, et on trouve des solutions avec des... Ah oui. Oui, ça m'intéresserait aussi de toute manière parce que c'est vrai qu'au niveau de la compréhension du cerveau, la façon dont il fonctionne, je pense que c'est vraiment intéressant de prendre en fait, parce que c'est pas évident. Oui. Hein. Alors juste Isabelle, essayez de, je sais pas si vous êtes en Bluetooth ou en haut-parleur, essayez on vous entend, mais c'est un peu pas très agréable. Donc essayez de régler le petit souci. Et là peut-être que Alexandra Noël-Jourdel, vous pouvez répondre à Isabelle. Alors, est-ce que là vous m'entendez ? Là vous m'entendez ? Oui. D'accord. Alors Isabelle, oui, par exemple, vous parliez de la nécessité d'avoir un accompagnement pour votre enfant qui soit de type neuropsychologique avec une prise en charge spécifique en thérapie cognitive et comportementale. Donc ça, c'est vraiment les particularités du neuropsychologue, dont je suis d'ailleurs spécialiste. Les caractéristiques du travail. Oui, pardon, excusez-moi. Ma fille est déjà, c'est une jeune adulte, elle a été diagnostiquée sur le tard. Oui. Alors les caractéristiques pour la prise en charge, en fait, ça veut dire que ça va parler de renforcement de tout ce qui relève de la valorisation sociale, valorisation aussi de ses capacités, de ses compétences relationnelles. C'est un travail de renforcement de l'estime de soi, et tout ça par des... Sur le diagnostic, parce qu'elle a fait les tests, donc tout a été spécifié en fait. Mais là, par contre, moi, j'avais déjà essayé de vous joindre, mais c'est pas évident, quoi. Je suis tombée plusieurs fois sur le répondeur, donc c'est vrai que j'étais un petit peu découragée, mais là du coup ce matin je vous entends, donc j'en profite. Vous avez raison. C'est une spécialité qui est très spécifique. Il y a peu de neuropsychologues ici en Nouvelle-Calédonie, et c'est tout à fait compréhensible d'avoir des difficultés à nous contacter. Alors si je peux me permettre, madame, je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez, si vous êtes sur Facebook déjà. Moi non, mais ma fille. Parce qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Zèbre HPI et qui ressent. Voilà. N'hésitez pas, il y a quand même pas mal d'informations sur cette page. D'ailleurs, ce soir, ils organisent, donc allez voir sur la page, mais ce soir, ils organisent une rencontre justement entre professionnels et parents et HPI eux-mêmes. Donc, c'est aussi, je pense, intéressant d'aller se rencontrer et de se fédérer. Juste, c'est bon, Isabelle ? Oui, mais du coup, est-ce que vous pourriez me redonner le contact de Madame Jourdel, excusez-moi si je... allez-y. Jourdel. Oui, alors vous pouvez me joindre au cabinet au 430 403. 430 403, d'accord. Voilà. Écoutez, moi, ce serait vraiment l'idéal parce que du coup, je dis comme ma fille, il y a deux choses à la fois, le HPI et le syndrome autistique. Oui. Donc, oui, bien sûr. Il y a difficulté en plus, ouais. Merci, madame. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Excellente journée. Au revoir. Et Karine, à la base, on vous demandait votre contact. Vous avez un site internet, qu'on mettra tout à l'heure sur notre page Facebook NC La Première Radio. Mais si vous voulez donner votre contact aux parents qui nous écoutent aussi, qui auraient peut-être des questions concrètes à vous poser, allez. On a le temps encore. 75 65 88. Voilà. Ça marche, puisqu'on est plus dans les contacts. Et sinon, est-ce que il y a des questions d'hérédité au niveau de l'HPI ? C'est-à-dire que si on est nous-mêmes HPI, c'est intéressant de faire des diagnostics, on va dire, systématiques pour nos enfants, ou inversement, si nos enfants sont diagnostiqués, alors pardon pour le terme, je sais pas comment, identifiés HPI, est-ce qu'on peut se dire, tiens, peut-être que moi aussi, finalement ? Oui, comme le disait Karine, c'est très souvent que par l'intermédiaire de l'identification de l'HPI chez l'enfant, les parents se découvrent aussi. C'est très très souvent qu'il y en a, c'est sur plusieurs générations. Ouais. Mais une fois qu'on est adulte, ça sert à quoi de se faire... de savoir qu'on est HPI ou pas? En fait, c'est très très important parce que, vous voyez, je reçois très régulièrement au cabinet des adultes qui vivent un sentiment de mal-être, qui se sentent en décalage avec le monde dans lequel nous vivons. Et en fait, à un moment donné, ils ont besoin de comprendre leur mode de fonctionnement et d'être en quelque sorte validés et reconnus dans leurs différences. Et ça, en fait, symboliquement, c'est très très important et ça leur permet de
de se sentir enfin accueillis, acceptés dans leurs caractéristiques. Et c'est comme si, parce qu'ils ont vécu dans la différence, ils ont vécu aussi dans un sentiment de dévalorisation de soi, de mésestime de soi, comme si c'était eux qui avaient un problème en fait. Or, c'est pas un problème, c'est simplement une différence qui est à valoriser en tant que telle. Donc c'est très très positif. Karine ? Oui, ça c'est souvent ce qui se passe et en fait ça, pour l'avoir vécu, ça enlève un poids des épaules. C'est un soulagement. C'est on n'est pas un extraterrestre, quoi. Et on n'est pas seul en plus. Il y en a d'autres et donc c'est un vrai soulagement. Parce que ça soulage de quoi ? Parce que des fois, on va s'agacer parce que les choses vont pas assez vite, parce que... Non, il n'y a rien qui fonctionne. On ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. On est toujours... alors, pour un exemple précis, et ça c'est un exemple personnel, moi j'ai toujours été leader dans les groupes. Et j'ai toujours défendu, j'étais toujours là pour les autres. Sauf que quand moi j'étais pas là parce que j'étais malade ou pour une raison X ou Y, les gens du groupe ne me téléphonaient pas nécessairement ou n'essayaient pas de savoir ce qui se passait. Alors que si, contrairement à moi, quelqu'un d'autre était pas là, il y avait ce besoin de savoir ce qui se passait. Et en fait, ça, c'est une vraie souffrance. On est toujours en décalage, on comprend pas. C'est-à-dire que vous dégagez une telle force, finalement, une telle aura, que les gens se disent, de toute façon, ça va, Karine, ça ira toujours pour elle, quoi. C'est ça ? C'est ça. Et donc, en fait, on comprend pas ce rejet, et on donne toujours beaucoup, et en fait, on comprend pas pourquoi il n'y a pas le retour, c'est pas qu'on attend un retour, mais que les autres sont différents. En fait, on a l'impression que tout le monde est comme nous, et donc on comprend pas que la logique d'indifférence. C'est une incompréhension de l'attention de l'autre. La logique d'indifférence, alors. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait c'est cette différence qui fait que on recevra jamais avec autant de force que ce que nous on est capable de donner. On est capable de donner. Et il y a cette différence-là qui fait que finalement on se demande pourquoi, on se demande si on est si on est un extraterrestre. Et quand on apprend qu'en fait on n'est pas tout seul et que c'est juste une manière de réfléchir qui est différente, un autre fonctionnement, une autre logique, c'est un soulagement, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors que ce soit pour les enfants ou du coup même pour les adultes, comment on fait pour passer le test ? Alors pour passer le test, en fait, il suffit d'aller consulter un neuropsychologue ou un psychologue scolaire spécialisé dans le développement de l'enfant, psychologue en ville aussi, libéral, et de faire un bilan avec un test spécifique qui s'appelle le WISC-5 pour l'enfant. Parce que là, ce que nous disait Karine, si en tant qu'adulte c'est compliqué, pour un enfant, un petit, ça doit être vraiment complètement difficile à gérer. Et on peut comprendre que finalement le HPI, c'est comme si on était un TGV et qu'on a vite fait de prendre un aiguillage qui va pas dans la bonne direction, quoi. Enfin, donc il faut vraiment se faire encadrer, se faire détecter le plus tôt possible pour justement qu'on sache et puis être sur les bons rails pour aller vers la réussite. Parce que un haut potentiel bien encadré, bien soutenu, c'est quelqu'un qui va réussir par définition. Enfin, je fais un raccourci là ou pas ? Qui va réussir en tous les cas, oui, qui a une potentialité, qui a des potentialités. Après, je pense que c'est important de ni être dans l'hyperstimulation non plus, c'est-à-dire parce que ça peut générer aussi ce qu'on appelle l'anxiété de performance, qui est déjà très présente chez l'enfant HPI, et en même temps l'aider à exploiter son potentiel qui est là, mais sans forcément. L'idée, c'est pas non plus d'en faire quelqu'un d'extrêmement. Oui, il faut pas dire que ça y est. De devenir président, novice, performant dans certains domaines futurs professionnels. Par contre, c'est qu'il soit épanoui. Et pour ça, tout à l'heure, vous disiez, pourquoi finalement un adulte consulte, un adulte HPI ? C'est parce que souvent, en fait, il y a quand même des traits de personnalité anxieux et dépressifs du fait de cette effervescence de la pensée. Vous savez, quand la pensée est constamment au
travail, ça génère ce qu'on appelle une charge mentale très très élevée et ça génère des émotions associées, c'est-à-dire des émotions d'anxiété très très élevées. Et c'est ça qu'en fait que les personnes viennent exprimer en séance, c'est dire en fait on souffre de notre hyper émotivité, hyper sensibilité au monde qui nous entoure, du fait qu'on est très très anxieux, notre structure de pensée est particulièrement vive et ce sont des personnes qui ont qui ont des questions existentielles constantes sur la mort, sur l'origine de la vie, sur l'évolution sur l'écologie, sur le Covid. Enfin, c'est particulièrement éprouvant et c'en est au point d'en être confronté de manière presque vitale. Hein. Oui, et ça, même chez des enfants relativement jeunes. Hein. C'est des enfants qui ont une conscience très très élevée de pourquoi on est sur la Terre et qui très rapidement vont se poser des questions profondes qui du coup sont en décalage avec les enfants de leur âge et aussi en décalage avec souvent leur famille ou l'école. Il y a des enfants qui à 6 ans peuvent questionner l'intérêt d'être assis dans une classe toute la journée et pourquoi ils sont assis à un bureau toute la journée et pourquoi ils vont un quart d'heure dans une cour qui est poussiéreuse où il y a du bruit et pourquoi on ferait pas autre chose de ces journées et comment on répond à ça en tant qu'adulte. C'est pas toujours simple, parce qu'ils viennent mettre le doigt sur des questions existentielles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des enfants qui sont très intéressants et qu'il faut écouter. Le docteur Olivier Revol, qui est un pédopsychiatre, disait « Les enfants précoces ne sont pas tout à fait des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Oui. » Qu'est-ce que ça vous fait ça vous fait réagir, ça, Karine ? Oui, c'est ça. Ils sont pas comme les autres parce que ça va vite. C'est comme s'ils avaient la fibre et que vous êtes toujours avec même pas avec votre 2G et en fait ça reste des enfants parce que quelquefois il suffit de les regarder et de voir que ils ont envie de faire comme les autres, de jouer et qui surtout pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils font comme les autres et qu'ils jouent de la même manière. Sauf que voilà, il faut les écouter, je pense. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais on n'a pas évoqué la gestion de la fratrie. Si on a plusieurs enfants et 1 ou 2 HPI, d'autres pas, comment on peut gérer de telles différences au sein d'une même famille ? Est-ce que ça se gère déjà ? Est-ce qu'il faut gérer ? Et comment on fait ? Alexandra Noël-Jourdel. C'est la question de la différence, encore une fois, d'expliquer la différence, d'expliquer à chaque... je pense que les enfants, de manière assez intuitive, ils s'observent et ils s'harmonisent entre eux. Par contre, nous, en tant que parents, je pense que c'est important de pouvoir expliquer à nos enfants les différences et aussi poser des limites, parce que ce qui est important, c'est que la famille a vraiment un rôle très important, très structurant pour l'enfant HPI et la fratrie. C'est-à-dire qu'en fait, la famille a le rôle de positionner des limites à l'enfant, évidemment des limites qui finalement sont rassurantes parce que justement l'enfant dans sa toute puissance de la pensée et dans sa pensée qui est très très rapide, très très vive, très arborescente, a besoin d'être confronté à des limites parce que sinon c'est très angoissant pour vivre cette pensée. Donc il a besoin d'être rassuré et comme les frères et sœurs qui ont besoin aussi d'être rassurés. Est-ce qu'il faut forcer sur les notions d'empathie, etc., de compréhension, parce qu'on peut vite fait, je sais pas, mais basculer dans de toute façon, il comprend rien, il comprend moins vite, et avoir une espèce de complexe de supériorité comme ça, ou même d'arrogance et de déni envers les autres. Est-ce que ça arrive ? Clairement, est-ce qu'ils prennent la grosse tête, quoi. Le plus souvent, c'est des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Oui. Dans l'immense majorité des cas, oui. Okay. C'est plutôt l'inverse. C'est très très rare. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont diagnostiqués HPI, leur première réaction, c'est de dire non, moi je suis bête, je comprends rien, je suis pas comme les autres. Il y a aussi ce sentiment de perfectionnisme. Donc du coup, si on n'atteint pas la perfection, c'est qu'on est nul. Exactement. Tout est toujours nul. C'est jamais assez bien. Et souvent, ils abandonnent parce que justement, ils ont peur de l'échec. Donc ça génère aussi ces mécanismes-là de se mettre en retrait, de lâcher. Un vrai syndrome de l'imposteur. Oui. Le fameux syndrome de l'imposteur qui a l'impression de ne jamais être à sa place finalement. Il nous reste tout juste 1 minute 30 d'émission. On va faire un petit tour de table pour la conclusion et puis n'hésitez pas à donner vos contacts et surtout parce qu'on l'a dit, ça concerne vraiment tout le monde. C'est pas une problématique d'élite
comme on pourrait souvent tendance à le croire. Ça concerne vraiment tout le monde et plus ça va être diagnostiqué, identifié tôt, plus on pourra mettre sur les bons rails pour entourer ces enfants et même les adultes qui sont dans cette situation-là. Karine Morel, on commence par vous. Allez. Je pense que vraiment c'est la communication qui peut permettre la communication entre, j'allais dire les gens normaux, mais les normaux pensants et les gens qui sont HPI, qui va permettre l'intégration, et c'est ce qu'il faut essayer de faire comprendre à tout le monde en fait. C'est à mon sens c'est ce qui est le plus important. Merci la compréhension de comment ça se passe. Voilà. Merci beaucoup Karine Morel. Je rappelle, vous êtes spécialiste en neurosciences et coach pour parents d'enfants HPI. Vous avez un site internet qu'on mettra sur notre page Facebook NC La Première d'ici quelques minutes. Ensuite, Dr Hélène David ou Alexandra Noël Jourdel, qui veut prendre la parole en première? Je pense qu'il faut. C'est très intéressant effectivement de pouvoir identifier les enfants HPI, de leur redonner confiance en eux et que leur richesse soit vue, exploitée, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qu'elle puisse servir à notre monde. Et je pense qu'il y a une grande complémentarité entre la façon de penser rationnelle, scientifique, et l'autre façon intuitive, émotionnelle, et que l'une ne va pas sans l'autre, et que pour moi, il n'y a pas de sens à mettre tous les HPI ensemble. Non, ils ont aussi besoin de gens qui vont pouvoir se poser moins de questions et donc parfois être plus efficaces et aller au bout des projets, être plus concrets. Donc il y a une complémentarité entre différentes façons de penser, et je pense que les enfants HPI qui sont en difficulté sociale, émotionnelle, s'ils peuvent s'intégrer à un groupe dans lequel ils vont apporter quelque chose et ils vont pouvoir bénéficier en retour de gens qui sont plus posés, parfois plus lents, mais aussi plus concrets dans leur façon de matérialiser les choses, tout le monde a y gagné. La force de l'humanité, c'est sa complémentarité, c'est un petit peu ce que vous dites, et ça s'extrapole sur plein d'autres sujets. Merci beaucoup. Dr Hélène David, je rappelle, vous êtes pédiatre, et donc merci d'avoir été avec nous. Et pour conclure, donc Alexandra Noël Jourdel, neuropsychologue et membre du Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie, on vous écoute. Oui, alors ce que je voudrais ajouter, c'est l'importance du respect, encore une fois, de la singularité de l'enfant et de lui permettre de développer sa créativité, son intuition et d'aller vers les autres. Il y a beaucoup d'enfants HPI qui vont bien aussi et qui ont besoin de petits réglages, simplement de petits ajustements pour revaloriser leur confiance en eux, l'estime d'eux et affirmer ce qu'on appelle leur confiance en eux grâce à l'assertivité, s'affirmer auprès des autres, parce que ce sont aussi des enfants qui peuvent être à risque de vivre du harcèlement. Ça, c'est important. Donc, l'importance d'être respectueux et à l'écoute de ces enfants-là. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci aux auditrices et aux auditeurs, aux auditrices, il me semble, qui ont appelé durant cette émission. Les HPI au potentiel intellectuel, encore une fois, une problématique qui nous concerne absolument tous, qui n'est, je le répète, pas une problématique d'élite, mais qui doit être pris en compte pour que ces enfants ne soient pas laissés sur le côté et ne soient pas frustrés. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et tous les liens sont sur la page Facebook NC La Première Radio, et n'hésitez pas à aller rejoindre la page des zèbres HPI sur Facebook, ce réseau de personnes concernées de près ou de loin par cette thématique. Ligne directe, première partie, c'est terminé pour aujourd'hui. D'ici quelques minutes, ce sera Delia qui me rejoindra pour votre espace de parole et de partage. C'est juste après le flash de France Info.